Horreur à Red Hook. Chapitre 4. Les méthodes de la police brillent parfois par leur génie et leur variété. Multipliant les promenades au hasard, les discussions décontractées, les propositions de verre au moment opportun et les interrogatoires judicieux de prisonniers effrayés, Malone apprit de nombreux faits isolés sur ces mouvements de population devenus si menaçants. Les nouveaux arrivants étaient bien des Kurdes, mais utilisaient un dialecte obscur et déroutant pour la philologie. Ceux qui travaillaient tenaient essentiellement des postes de dockers ou de colporteurs sans licence, ou bien étaient serveurs dans des restaurants grecs ou kiosquiers à journaux. La plupart d'entre eux, cependant, n'avaient aucun moyen de subsistance visible et se trouvaient forcément impliqués dans les activités de la pègre, dont la contrebande et le bootlegging étaient les moins repoussantes. Ils arrivaient dans des bateaux à vapeur, apparemment des cargos de tramp, et étaient débarqués discrètement par les nuits sans lune, puis empruntaient des chaloupes amarrées à un certain quai qui suivait un canal inconnu, jusqu'à un mouillage souterrain situé dans la cave d'une maison. Ce quai, ce canal et cette maison, Malone ne put les localiser, car les souvenirs de ces informateurs étaient extrêmement confus et leurs discours échappaient en grande partie aux interprètes les plus compétents. Les raisons de cette importation systématique restaient également un mystère. Ils taisaient l'endroit d'où ils venaient exactement et redoublaient de prudence pour ne rien révéler de l'organisation qui les avait menés jusqu'ici. En réalité, ils semblaient pris de panique quand on leur demandait les raisons de leur présence. Les gangsters d'autres origines restèrent tout aussi discrets, et tout ce qu'on put en déduire, c'est qu'un dieu ou un grand prêtre leur avait promis des pouvoirs inouïs, une puissance surnaturelle et la domination d'un pays étrange. La présence de ces nouveaux venus et des malfaiteurs déjà établis aux secrètes réunions nocturnes de Suidam était régulière. Et la police découvrit bientôt que l'ancien reclus louait d'autres appartements pour y loger les invités qui connaissaient son mot de passe. Il occupait finalement 3 maisons entières et hébergeait en permanence nombre de ses étranges compagnons. Il ne passait plus que très peu de temps à son domicile de Flatbush, n'y allant que pour emprunter ou déposer des livres. Ses traits et son attitude avaient atteint un degré de sauvagerie inédit. Malone l'interrogea 2 fois, mais se heurta à chaque fois à de l'hostilité. Il ne savait rien, disait-il, d'un quelconque complot ou de mouvement mystérieux, et n'avait aucune idée de la façon dont les Kurdes avaient débarqué, ni ce qu'ils voulaient. Son travail consistait à étudier en toute tranquillité le folklore de tous les immigrants du district, un travail dont les policiers n'avaient aucune raison de se préoccuper. Malone en profita pour exprimer son admiration pour la vieille brochure de Suidam sur la Kabbale et les autres mythes, ce qui adoucit à peine le vieil homme. Il ressentit comme une intrusion et repoussa son visiteur de manière non équivoque. Malone se retira, décontenancé, et se tourna vers d'autres sources d'informations. Nous ne saurons jamais ce que Malone aurait pu découvrir s'il avait travaillé en continu sur cette affaire, car un conflit stupide entre les autorités municipales et fédérales suspendit les investigations pendant quelques mois, au cours desquels le détective fut affecté à d'autres missions. Mais à aucun moment il ne se désintéressa de l'enquête, surtout quand il obtint des informations surprenantes à propos de Robert Suidam. Au moment où une vague d'enlèvements et de disparitions s'abattait sur New York, l'érudit débraillé était apparu métamorphosé d'une façon étonnante et absurde. Un jour, on l'aperçut près de Borough Hall, le visage rasé,
les cheveux bien coupés et la tenue vestimentaire immaculée. Et chaque jour qui suivit, on remarqua chez lui une légère amélioration. Et il maintint cette nouvelle exigence, y ajouta une étincelle dans les yeux, une vivacité d'élocution, et commença peu à peu à se débarrasser de la corpulence qui l'avait si longtemps déformé. Maintenant, on lui donnait moins que son âge. Il avait acquis une démarche élastique, une attitude vivace, et on notait un curieux assombrissement des cheveux qui étrangement n'évoquait pas la teinture. Au fil des mois, il s'habilla de manière plus moderne et finit par étonner ses nouveaux amis en rénovant et en redécorant son manoir de Flatbush, qu'il ouvrit pour une série de réceptions invitant toutes les connaissances dont il se rappelait et réservant même un accueil spécial aux parents pleinement pardonnés qui avaient si récemment cherché à l'emprisonner. Certains y allèrent par curiosité, d'autres par obligation, mais tous furent soudain charmés par la grâce et la civilité naissantes de l'ancien ermite. Il avait, affirmait-il, accompli la plupart des travaux qui lui avaient été confiés, et venant d'hériter de quelques biens d'un ami européen à moitié oublié, il était bien décidé, pour les années qui lui restaient à vivre, à profiter de cette seconde jeunesse que l'aisance, les soins et le régime alimentaire lui avaient rendu possible. On le vit de moins en moins à Red Hook, et de plus en plus dans la société dans laquelle il était né. Les policiers remarquèrent que les gangsters avaient maintenant tendance à se réunir dans la vieille église en pierre, plutôt que dans l'appartement en sous-sol de Parker Place, même si ce dernier et ses annexes étaient toujours peuplés d'êtres malfaisants. Puis 2 événements se produisirent assez différents l'un de l'autre, mais tous deux d'un intérêt particulier pour l'affaire telle que Malone la voyait. Ce fut d'abord l'annonce discrète parue dans l'Eagle des fiançailles de Robert Sweedham avec Miss Cornelia Gerinston de Bayside, une jeune femme à l'excellente situation et parente éloignée du vieux marié. Puis, il y eut une descente de la police municipale dans la salle de bal de l'église, après un rapport selon lequel on avait aperçu pendant une seconde le visage d'un enfant kidnappé à l'une des fenêtres du sous-sol. Malone participa à cette descente et inspecta l'endroit avec beaucoup d'attention une fois à l'intérieur. Même si rien ne fut découvert, on avait en effet trouvé le bâtiment complètement désert, de nombreux éléments troublèrent mystérieusement le celte sensible. Certains panneaux grossièrement peints ne lui plaisaient pas. Des panneaux représentant des visages sacrés à qui on avait donné des expressions particulièrement terrestres et sardoniques, prenant des libertés que même la bienséance d'un laïc aurait difficilement tolérées. Et il n'appréciait pas non plus l'inscription grecque sur le mur au-dessus de la chaire, une ancienne incantation qu'il avait découvert par hasard lors de ses études à Dublin et qui se lisait comme suit. « Ô ami et compagnon de la nuit, toi qui te réjouis des aboiements des chiens et du sang versé, toi qui erres parmi les tombes au milieu des ombres, toi qui es assoiffé de sang et qui fais régner la terreur parmi les mortels, Gorgo, Mormon, lune aux 1000 visages, accepte nos sacrifices favorablement. » En lisant cela, il repensa vaguement aux notes d'orgue basses et brisées qu'il croyait avoir entendues sous l'église certaines nuits. Il frissonna encore en voyant la rouille sur le rebord d'un bassin en métal posé sur l'autel, et s'arrêta nerveusement lorsque ses narines semblèrent détecter une curieuse et épouvantable odeur à proximité. Ce souvenir d'orgue le hantait, et il explora le sous-sol avec un soin particulier avant de partir. L'endroit était répugnant. Mais, après tout, les panneaux et les inscriptions blasphématoires étaient-ils autre chose que de simples grossièretés perpétrées par des ignorants ? Au moment du mariage de Sweedham,
l'épidémie d'enlèvement devint un scandale dans les journaux. La plupart des victimes étaient de jeunes enfants issus des classes populaires, et le nombre croissant de disparitions suscita un sentiment de fureur des plus vifs. Les journaux réclamèrent l'intervention de la police, et une fois de plus, le poste de Butler Street envoya ses hommes à Red Hook à la recherche des criminels ou d'indices et de preuves éventuelles. Malone, heureux d'être à nouveau sur la piste, s'enorgueillit d'une descente dans l'une des maisons de Sweedham à Parker Place. Toutefois, elle ne cachait pas d'enfants kidnappés, malgré les cris signalés et une petite écharpe rouge, trouvée à proximité ayant appartenu à l'un d'eux. Mais les peintures et les inscriptions grossières sur les murs en ruine de la plupart des pièces, et le laboratoire de fortune dans le grenier, contribuèrent à convaincre le détective qu'il était sur une piste extraordinaire. Les peintures étaient épouvantables. Des monstres hideux de toutes formes et de toutes tailles, et des caricatures de silhouettes humaines impossibles à décrire. L'écriture était de couleur rouge et variait de l'arabe aux lettres grecques, romaines et hébraïques. Malone ne put en déchiffrer beaucoup, mais ce qu'il comprit était assez sinistre et kabbalistique. Une citation revenait fréquemment dans une sorte de grec hellénistique hébraïsé qui évoquait les pires démons de la décadence alexandrine. Hel, Elohim, Soter, Emmanuel, Sabaoth, Agla, Tétragrammaton, Agiros, Othéos, Iskyros, Athanatos, Jéhovah, Va, Adonai, Sadeh, Homovzion, Messias, Échereyei. Des cercles et des pentagrammes étaient dessinés de toutes parts et témoignaient, indubitablement, des croyances et des aspirations étranges de ceux qui avaient échoué dans ces lieux misérables. Dans la cave, ce qu'on découvrit était encore plus étrange. Dissimulés sous une toile de jute, un tas de véritables lingots d'or, portant sur leur surface brillante les mêmes hiéroglyphes que ceux qui ornaient les murs. Au cours de la descente, la police ne rencontra qu'une résistance passive de la part des Orientaux qui surgissaient de tous les côtés. Ne trouvant rien de pertinent pour l'enquête, ils durent tout laisser en l'état. Le capitaine du commissariat écrivit seulement une note à Sweedham, lui demandant de surveiller un peu plus ses protégés et ses locataires en raison de la rumeur publique grandissante.